Deuxième édition du Forum Africa Belgium Business Week. Cette rencontre de Bruxelles va impliquer près de 400 hommes d'affaires de l'espace francophone mondial. La capacité d'innovation des entreprises belges en matière environnementale intéresse la Côte d'Ivoire. Le café et le cacao ivoiriens sont appréciés par Bruxelles. Clôture de la troisième conférence des ambassadeurs, les diplomates ivoiriens invités à faire la promotion du retour de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire. Et puis le 70e anniversaire de l'UNESCO célébré aujourd'hui à Paris, l'accent est mis sur les réalisations et actions de l'organisation entreprise à travers le monde pour renforcer les fondements d'une paix et d'un développement durable. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président Ouattara s'est rendu aujourd'hui à Lomé, au Togo, à l'invitation du président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Il est rentré ce soir même. Il s'agissait pour le président de mener des consultations auprès de la classe politique togolaise suite à l'élection présidentielle du samedi dernier. Le président Ouattara et John Dramani ont échangé avec les responsables des partis politiques et le président togolais. Le président togolais sortant fort, Yassingbe, a remporté l'élection présidentielle avec plus de 58% des suffrages exprimés. Et puis la deuxième édition du Forum Africa Belgium Business Week 2015 a démarré aujourd'hui même à Genval, près de Bruxelles. Cette rencontre est une excellente plateforme de dialogue avec une frange importante d'investisseurs belges, mais aussi avec de nombreux autres venus de pays divers, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Nduncan. Le reportage de Hervé Bly. Pour son édition 2015, l'African Belgian Business Weekend, ABBW, donne un rendez-vous à 400 personnes à Genval, à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles. Chefs d'entreprise, décideurs politiques et hommes d'affaires en provenance des pays d'Afrique, d'Europe, mais aussi du Québec, ont l'occasion d'échanger sur leurs projets d'affaires respectifs. La BBW 2015 a fait la part belle à la Côte d'Ivoire. À ce forum économique, le président Alassane Ouattara est représenté par le Premier ministre Daniel Kablan-Nduncan, le Premier ministre qui est d'ailleurs arrivé ce lundi en fin d'après-midi à Bruxelles. Je pense que c'est une excellente occasion de renforcement des relations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre les pays africains. Je dois dire que beaucoup d'entreprises belges investissent en Côte d'Ivoire dans différents domaines, dans le domaine des ports, dans le domaine de l'EVA, dans le domaine agro-industriel. Et nous sommes vraiment très heureux de cette rencontre qui doit permettre en fait de renforcer cette coopération, de la diversifier et de faire en sorte que l'axe Bruxelles-Yamoussoukro soit un axe très fort de coopération nord-sud. Pays à l'honneur de l'ABBW 2015, la Côte d'Ivoire, qui compte une forte délégation en Belgique, donnera le top départ du Forum économique ce mardi et va mettre pendant les 3 jours qu'il va durer en exergue ces secteurs clés, l'industrie, les télécommunications, les transports et autres. Soulignons que l'ABBW organisé par Africa Rise a pour vocation de faciliter les contacts entre les entrepreneurs de l'espace francophone mondial. Première édition de la journée nationale du partenariat entre l'État et les secteurs privés pour relever les défis structurels de l'économie ivoirienne en ce qui concerne la compétitivité et la problématique de financement des PME. Il s'avère nécessaire de poursuivre les réformes en liaison avec le secteur privé. Le projet d'élaboration d'une stratégie nationale de dialogue public-privé va renforcer le partenariat d'État-secteur privé. Jean-Louis Gbangbo. Renforcer la vision partagée et complémentaire entre l'État et le secteur privé pour parvenir au développement économique de la Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif visé par cette première édition de la Journée nationale du partenariat. Cette édition, qui vise également à asseoir les bases de la stratégie nationale de dialogue public-privé, a été l'occasion pour le secteur privé d'exposer ses attentes au pouvoir public. J'espère que les panels permettront d'améliorer notre cadre de dialogue et de faire en sorte qu'il soit efficace et qui permette à la Côte d'Ivoire, nous en avons les moyens, d'aller encore plus vite, plus loin vers l'émergence. Au cœur de cette première édition de la Journée nationale du partenariat, la problématique du financement du secteur privé qui demeure l'une des principales contraintes au développement de ce secteur en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabré-Touakeus, qui représentait le Premier ministre à cet événement, est revenu sur les efforts du gouvernement pour garantir un climat des affaires favorable aux investissements.
Les mesures d'allègement fiscaux prises pour inciter l'investissement ont été chiffrées à 611,3 milliards de francs CFA en 2013 et 2014. Au nombre des défis auxquels nous devons solidairement faire face pour poursuivre notre marche glorieuse vers l'émergence, je voudrais mentionner 4 points. Le développement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la promotion des PME nationales et le financement du développement. À travers panels et conférences, les participants à la Journée nationale du partenariat ont pu mettre en lumière les réformes de l'État en faveur du secteur privé, mais aussi la perception du secteur privé vis-à-vis de ces réformes. Fin de la 3e édition de la conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Amadou Bon Coulibaly, le secrétaire général de la présidence de la République, a rappelé aux 82 diplomates la mise en œuvre de la feuille de route économique du pays. L'une des recommandations fortes de cette 3e conférence à travers la mise à la disposition des ambassades de budget spécifique pour la promotion économique, la mobilisation de la diaspora ivoirienne en vue de son implication dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Sidonie Waka Davila. Il aura fallu 13 ans pour qu'ils se retrouvent afin d'explorer de nouveaux champs d'action pour tracer les sillons d'une nouvelle diplomatie. Diplomatie économique et plus active, ces ambassadeurs ivoiriens, au nombre de 84, ont travaillé pendant 5 jours avec la tutelle sur la contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Les diplomates ivoiriens doivent assumer et renforcer leur rôle traditionnel d'agents de développement économique par la conquête de nouveaux marchés, l'attrait d'investisseurs dans tous les secteurs d'activité. Dans cette perspective, ils doivent tenir compte des défis et des menaces nouvelles à surmonter qui imposent aux États une mutualisation des efforts et des moyens dans le cadre des institutions sous-régionales et régionales ainsi que du reste du monde. Des recommandations contenant des résolutions et des besoins des diplomates, de quoi booster l'élan des ambassadeurs dans leur travail. Je suis satisfaite de cette 3e conférence. Le président de la République nous a donné des directives et nous allons les mettre en œuvre. Ce sont des engagements à œuvrer à la réalisation des objectifs de croissance du pays. Représentant le chef de l'État, Amadou Bon Coulibaly, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a réaffirmé la vision d'Alassane Ouattara. Les conclusions de vos travaux démontrent que vous vous êtes approprié la vision du chef de l'État et les objectifs qu'il a assignés à notre diplomatie. Nous devons ensemble insister sur le premier objectif qu'il a défini, celui de faire entendre partout la voix de notre pays, de porter ses valeurs de paix, de dialogue et de solidarité. Le chef de l'État a décidé d'apporter des réponses aux problèmes des ambassadeurs, a souligné Claude Becquet, le président du comité d'organisation de la 3e conférence. Il a aussi salué les réformes entreprises par le ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne la modernisation de la diplomatie par un portail économique et sans oublier d'annoncer la construction prochaine d'un institut diplomatique à Yamoussoukro. Le Club international des conférences de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire analyse l'avant et l'après 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire. Lors de son 3e colloque, des experts nationaux et internationaux vont évaluer les changements opérés depuis le 11 avril 2011. Ils vont aussi dégager les obstacles à lever en vue d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Le reportage complet de notre reporter Michel Digré dans nos prochaines éditions. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a 30 ans. Le thème de ce trentenaire, le rôle de la femme juriste dans le développement de la Côte d'Ivoire. Au cœur des activités, la caravane du droit afin de permettre aux populations de recevoir des informations et des consultations juridiques gratuites. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, est le parrain de la cérémonie. Le reportage de Gabriel Zani. En 1984, les femmes juristes de Côte d'Ivoire avaient eu l'idée de créer une association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant qui, au regard des tests, était défavorisée. 30 années après, c'est le ministre Anne-Désiré Ouloto qui salue toutes les actions entreprises pour la promotion d'une justice égalitaire pour tous. Je voudrais vous féliciter pour avoir réussi à consacrer 3 décennies de votre existence à la lutte contre l'injustice sociale, contre les inégalités entre les hommes et les femmes
et à la défense des droits des plus faibles. Pour la présidente de l'AFJCI, une collaboration plus étroite avec le Parlement ivoirien est à envisager. Nous espérons que le choix de votre personne comme parrain ouvre la voie ou une nouvelle ère de collaboration entre l'Assemblée nationale et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, car toute loi votée, promulguée, méconnue, reste lettre morte, sans une divulgation, sans une sensibilisation. Et c'est le rôle de l'Association des femmes juristes. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est favorable à cette idée de partenariat. Nos ambitions, chères sœurs, doivent ensemble œuvrer à penser nos douleurs et à abreuver nos espérances pour un monde meilleur, un monde où le droit et son application effective et rigoureuse au profit de nos populations, au profit des femmes et des enfants, doit concourir à tracer la voie d'une société plus libre et plus égalitaire. Premier acte de cette collaboration, un mémorandum sur les tests discriminatoires dans le corpus juridique ivoirien a été remis à Guillaume Soro pour examen au Parlement. C'était un reportage de Michel Digré. Les femmes, le travail, le pouvoir au centre d'une conférence initiée par l'association CEFIS et ce dans le cadre de son programme dénommé Women Leadership. Objectif, promouvoir le leadership féminin dans le processus de développement africain. Gabriel Zani. Pour permettre aux jeunes filles de prendre en main leur avenir, une conférence a été organisée ce vendredi par l'association CEFIS sur le leadership. Les femmes, le travail, le pouvoir, c'est le thème de la deuxième conférence du genre qui s'est déroulée à l'Institut des sciences et technologies de la communication, ISTC. Les conférencières Mousso Georgette, magistrat avocat au parquet général de la Cour d'appel d'Abidjan, et Dorothée Adou, animatrice radio, ont expliqué comment les jeunes filles peuvent cultiver le leadership dans tous les domaines d'activité. Le leadership féminin représente pour moi aujourd'hui l'opportunité de mettre en exergue les compétences de la femme. Et je pense qu'au-delà de l'âge ou du genre, aujourd'hui, le processus de développement implique tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là que nous, association CEFIS, nous rencontrons les jeunes filles et nous les sensibilisons, nous les inspirons à devenir ces femmes-là et à impacter le processus de développement en Côte d'Ivoire. Au terme de cette conférence, retenons que la prise en charge des jeunes filles contribuera au développement de la Côte d'Ivoire. La France et le BIT pour la promotion de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les avis des principaux partenaires et acteurs du marché du travail ont été recueillis au cours d'un atelier sur les rapports d'études réalisés par l'AGEP. On en sait plus avec Grace Kando. APER est un projet d'appui à la promotion de l'emploi et à la réduction de la pauvreté dans 9 pays d'Afrique. C'est une initiative de la France en partenariat avec le Bureau international du travail. Sa mission, améliorer les conditions de vie des populations par la mise en œuvre d'activités favorisant le développement de l'emploi. Ce projet a permis l'élaboration d'un plan stratégique 2015-2020 de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi et la validation de l'audit des programmes d'emploi de l'AGEP. Nous devrons disposer de structures assez performantes qui fonctionnent sur la base de la rareté des ressources et en ayant comme objectif essentiel l'atteinte des résultats pour faire en sorte de trouver un maximum d'emplois pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Le programme PAMODEC qui se poursuit de promotion des droits fondamentaux et des principes fondamentaux du travail et le programme IPEC de lutte contre le travail des enfants, l'ensemble de ces gros programmes, on devrait y consacrer pour le prochain accord qui va couvrir la période 2015-2019, plus de 7 millions d'euros. Des initiatives saluées par le directeur général de l'AGEP, Philippe Ndri, et Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il me paraît encore juste de rendre un hommage bien mérité à la France, qui est toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire et du BIT, et qui fait bénéficier sa grande compétence, son professionnalisme à l'ensemble des experts de la relation formation-emploi de notre pays. Il sera question au cours de cette rencontre de présenter le bilan des programmes de l'emploi de l'AGEP depuis 1993.
Les femmes chefs d'établissement secondaire de Côte d'Ivoire veulent inculquer aux tout petits le goût de la lecture. Pour mener à bien ce projet, elles ont lancé l'opération « J'offre une bibliothèque à l'école de mon village ». La cérémonie s'est déroulée dans le village d'Anoumambo, c'est dans la commune de Marcory. Selon une enquête menée en 2012 dans les 80 établissements qu'elle dirige, les femmes chefs d'établissement secondaire ont fait le constat suivant. Sur 80 lycées et collèges, seulement 6 lycées possédaient une bibliothèque. Pour pallier cette défaillance, plusieurs actions d'envergure menées par les femmes chefs d'établissement ont permis de créer et de réhabiliter des bibliothèques dans les écoles. Mettre le livre au cœur de l'école ivoirienne pour une éducation inclusive et un enseignement de qualité a nécessité la création d'une ONG dénommée « Une école, une bibliothèque ». Les responsables de cette ONG ont procédé au lancement de l'opération « J'offre une bibliothèque à l'école de mon village ». Les enfants, il faut leur donner le goût de la lecture dès le bas âge. Alors nous avons décidé de nous attaquer aux écoles primaires après avoir installé 41 bibliothèques dans les lycées et collèges. Donc aujourd'hui, nous passons à une autre phase qui est la sensibilisation et l'accès aux livres pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Amener les élus locaux et la population à s'approprier la création et l'équipement de bibliothèques scolaires sont entre autres missions de l'ONG Une école, une bibliothèque. La lecture améliore le niveau de nos enfants et améliore également leurs résultats aux examens. Et en un mot, le livre forme des hommes et des femmes de qualité, prêts à assumer les fonctions et les charges qui sont les leurs. L'organisation se veut reconnaissante aux différents partenaires, notamment aux résidents permanents de l'UNESCO à Abidjan. L'UNESCO, justement, à 70 ans, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU et la directrice générale de l'UNESCO sont à Paris pour célébrer les réalisations de l'organisation. La célébration met à l'honneur les réalisations et actions de l'organisation entreprise à travers le monde pour renforcer les fondements d'une paix et d'un développement durable. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a 70 ans. Durant ces années, cette organisation a contribué fortement à la construction d'une paix durable au niveau mondial, régional et national. Elle a aussi contribué à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel. Nous appuyons les États membres dans ces cadres-là pour vraiment consolider la paix et faire en sorte qu'il y ait vraiment la liberté d'expression. Que le climat, par exemple, nous allons maintenant aux élections, que le climat soit un climat apaisé. Pour ce 70e anniversaire, la Commission nationale de l'UNESCO a opté pour des conférences et des ateliers. À travers ce choix, la Commission nationale entend montrer non seulement la vitalité de la coopération entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire, mais aussi la contribution des partenaires dans la circulation des idéaux de l'organisation au sein des États membres. Il est temps aussi que la Côte d'Ivoire donne beaucoup plus de visibilité encore à l'action de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. L'UNESCO dispose désormais d'un bureau en Côte d'Ivoire et un programme spécial post-conflit qui appuie les différents ministères. La Côte d'Ivoire a bénéficié et continue de bénéficier de l'appui de l'UNESCO dans ses programmes d'éducation et de promotion de la paix. Je voudrais citer pour preuve quelques actions fortes de l'organisation en direction de notre pays. En octobre 2011, sur invitation de la directrice générale, le président de la République a participé au forum des dirigeants lors de la 36e conférence de l'UNESCO. Ensuite, l'UNESCO en juin 2012 a organisé en Côte d'Ivoire la consultation des commissions nationales d'Afrique subsaharienne. Le 70e anniversaire de l'UNESCO sera célébré tout au long de cette année 2015. Pour des élections apaisées, le comité de la société civile propose de mener une campagne de sensibilisation des populations. Il s'agit du comité de suivi des actes du séminaire organisé par l'ASCAD. On en sait plus avec Gabriel Zani. Une implication de plus de la société civile dans la promotion des élections participatives et crédibles en Côte d'Ivoire. Un comité de suivi des actes d'un séminaire va mener une campagne de sensibilisation dans tout le pays. Ce séminaire portant sur le thème « Élections et violences en Côte d'Ivoire » avait été organisé par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines en mai 2014. De ce séminaire sont sorties de nombreuses recommandations,
Le comité de suivi doit veiller à leur application. Dirigé par le professeur Ouraga Obou, le comité a procédé au lancement de ces activités. La CEI ne peut pas tout faire. Le gouvernement ne peut pas non plus tout faire. C'est donc aux citoyens de prendre leur initiative bénévolement pour qu'ils puissent s'acquitter le jour indiqué de leur droit de vote. Une vaste campagne de sensibilisation des populations, car elles sont partie prenante des élections, mais aussi des candidats, des militants, des partis politiques et de la presse. C'est pourquoi le comité doit veiller à la mise en place d'un cadre de suivi du processus électoral, de sanctions rigides telles que l'éligibilité pour les candidats fraudeurs et à la responsabilisation de la presse. Nous irons à l'ouest du pays, là où ça a été en grande partie le théâtre de la violence électorale. Nous irons aussi à Yamoussoukro, à Bouaké et Korogo. Nous prendrons les 10 communes d'Abidjan. Pour une élection sans violence, je vote la paix. C'est le slogan du programme d'activité du comité de suivi qui a le soutien de l'ASCAD et de son partenaire technique, City 2 de l'USAID. Parlons politique. Le Rassemblement des enseignants républicains veut inciter les militants du RDR à la production intellectuelle sur la lutte menée par le RDR. C'était au cours d'un symposium qui a pour thème le devoir de mémoire par l'écriture. Comment honorer au mieux leur devoir de mémoire et surtout comment éviter l'intoxication et la déformation des faits relatifs à leur parti? Le Rassemblement des enseignants républicains semble avoir la solution. Le RER ne voudra jamais regarder le tribunal de l'histoire en face et lui clamer sa démission. Aussi, a-t-il pris cette initiative avec pour thème le devoir de mémoire par l'écriture. Ce symposium vient donc à point nommé. Il pourra instruire les militants sur les moyens d'écrire et de relater l'histoire du parti en vue d'avoir des archives sur tout ce qui concerne le Rassemblement des Républicains. Pour des cadres du parti, l'heure de la révolte intellectuelle a sonné. L'écriture doit caractériser non seulement l'histoire des événements, mais épouser la dynamique des événements. C'est pourquoi j'exhorte tous nos intellectuels à pérenniser notre passé, à raconter notre présent et surtout à donner le sens de l'avenir par l'acte de l'écriture. Le présent symposium est à saluer parce qu'il obéit à un grand projet, celui de conduire une réflexion efficiente sur la responsabilité des intellectuels et des militants du RDR dans la reconstitution de l'histoire de notre pays. Les panélistes se disent satisfaits des échanges. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut que nous qui avons vécu les moments du RDR, qu'on puisse laisser quelque chose à la postérité. C'est une bonne chose parce que ça va permettre de rétablir un équilibre. Il y a eu tellement de contre-vérités qui ont été véhiculées. Après 10 heures de débat, les militants ont promis investir le champ de l'écriture en Côte d'Ivoire par une gestion intellectuelle, afin que le Parti des Républicains pérennise sa propre histoire. Une histoire qui lui permettra de préserver aussi sa part d'universalité. Le premier vice-président du Conseil économique et social a souscrit à la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle a été lancée en décembre dernier pour permettre aux populations d'avoir accès aux soins à moindre coût. Pose d'empreinte, prise de vue face à l'objectif, présentation de la carte nationale d'identité et le tour est joué. Le premier vice-président du Conseil économique et social, Thiemo Koyade Koulibaly, vient ainsi de souscrire à la couverture maladie universelle. C'est un acte qui est important, extrêmement important, c'est un acte citoyen. Nous sommes entrés dans une économie moderne, une société moderne qui se développe et il était bon que la solidarité qui était limitée à un cercle restreint de la famille puisse s'étendre à l'ensemble de la famille ivoirienne. Après la remise du récépissé de souscription au nouvel adhérent, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, Karim Bamba, rappelle que la phase d'enrôlement est totalement gratuite. Cette phase aboutira à une autre, celle de l'affiliation et de l'immatriculation, où chaque individu devra contribuer à hauteur de 1 000 francs par mois. Tous ceux qui le désirent peuvent venir dès à présent se faire enrôler pour pouvoir être immatriculés, bénéficier d'une carte d'assurance maladie et puis après bénéficier des prestations de soins. Maintenant, les modalités, il faut payer et il y a une partie des populations qui peuvent payer, ceux-là paieront 1 000 francs.
par mois et par tête. D'accord? Donc pour une famille de 5 personnes, madame, monsieur, 3 enfants, ben, ça fera une cotisation de 5 000 francs par mois. La couverture maladie universelle CMU vient apporter une réponse durable aux difficultés d'accès aux soins de santé des populations, quel que soit leur niveau de revenu. L'opération se déroule sur 54 sites d'enrôlement à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a accordé aujourd'hui une audience à Théophile Niagne, administrateur provisoire de l'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique. Théophile Niagne a été nommé administrateur provisoire pour 12 mois à la tête de cette institution africaine par les ministres des pays membres de l'organisation. C'était à Ouagadougou, au Burkina Faso. 200 policiers ont été décorés aujourd'hui même. Ils ont reçu la médaille du mérite de l'ordre national, celui de chevalier et la médaille d'honneur de la police. Pour leur professionnalisme et leur dévouement à la tâche sécuritaire, plus de 200 fonctionnaires de police et personnels de la sécurité ont été décorés à l'École nationale de la police. Normal, dira le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, représentant la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, que leur mérite soit reconnu et récompensé. La sécurité, c'est le préalable de toute autre action de développement. Vous méritez donc la reconnaissance de la nation et de l'État. Toutes les sociétés qui progressent le doivent au fait qu'on reconnaisse les meilleurs, qu'on les honore, qu'on les encourage et que leur exemple serve d'impulsion à la grande majorité. Et puis aussi qu'on sanctionne les mauvais. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, cette décoration doit être pour les récipiendaires une source de motivation supplémentaire afin de maintenir l'indice de sécurité en baisse. Le directeur général de la police nationale, l'administrateur général Bredoumbia, a au nom des récipiendaires témoigné leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et à leur tutelle. C'est réconfortant de savoir, lorsque vous avez bien travaillé, donné le meilleur de vous-même, dans l'abnégation et la détermination, de savoir que vos efforts ne sont pas restés inaperçus et sont récompensés à juste titre. À son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait de la sécurité sa priorité, j'exprime toute la gratitude de la police nationale pour avoir accepté et ordonné cette décoration que les policiers porteront fièrement. Une présentation d'armes et un défilé de troupes ont mis fin à la cérémonie. 5700 ex-combattants seront mis à la disposition de l'ADDR. Première étape de cette opération, la commune de Yopougon. La cérémonie de rétrocession de la cité policière de la BAE, la brigade anti-émeute, s'est déroulée en présence du général de corps Soumaïla Bakayoko. Le reportage de Hamza Diaby. Nous sommes à la caserne BAE, la cité policière de Yopougon. Les ex-combattants qui occupent cette cité sont ici en train de la quitter, la libérer afin de la rétrocéder. C'est une action de la hiérarchie militaire sur instruction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les ex-combattants ne seront donc plus associés au FRCI. Leur destination, les centres de resocialisation de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. C'est le démarrage de l'opération Bonheur. Ce vendredi-là, ils étaient tous réunis, tous les chefs des grands commandements. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRCI. Le général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et Brendombia, l'administrateur de la police nationale, qui lui se dit heureux de recevoir ici la clé de la cité policière. Une cité construite pour recevoir 10 000 policiers. Aujourd'hui, qu'elle revient à la police nationale, elle aura certainement besoin d'un toilettage avant sa mise en service officielle. Des motos et des véhicules ont été mis à la disposition de la direction régionale et départementale du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Coût de ces équipements, 300 millions de francs en CFA. La défécation à l'air libre, une réalité dans de nombreuses communautés rurales. Ses conséquences sont lourdes, surtout pour la santé des enfants.
Elle favorise la propagation de nombreuses maladies telles que la diarrhée. En remettant ses véhicules et ses motos à ses collaborateurs des régions, le ministre Mamadou Sanogo entend accélérer la facilité d'accès des populations à un système d'assainissement approprié. Toutes nos politiques d'assainissement sont concentrées sur la seule ville d'Abidjan. Nous avons estimé qu'il fallait donc déconcentrer cette politique sur l'intérieur du pays pour faire en sorte que nos populations soient dans les meilleures conditions sanitaires. L'engagement du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a appuyé tous les projets d'assainissement en milieu rural, cadre avec la vision des partenaires. Il y a des grands défis, mais le gouvernement fait également des très grands efforts, je pense. Et aujourd'hui, cette cérémonie, c'est d'ailleurs un signe du grand engagement du gouvernement. La présente action du ministère est aussi un moyen de lutte contre la pauvreté. Elle réduit les maladies et par conséquent les dépenses médicales. Mais pour y arriver, il faut un changement de mentalité des populations. Une tâche pas toujours aisée que les bénéficiaires du jour entendent accomplir avec la plus grande abnégation. Nous allons donc, mes collègues et moi, nous mettre au travail pour que les villages de nos localités, assez rapidement, puissent atteindre le point de FDAL. Ce sont au total 8 véhicules de type 4x4, 40 motos, des paires de bottes et des gants et bien d'autres effets qui ont été octroyés aux directeurs régionaux, départementaux et aux chefs secteurs. Troisième jour au Burundi d'accrochage et d'opposition à la nouvelle candidature du président sortant Pierre Nkurunziza, qui brigue un troisième mandat. La radio publique africaine, la RAP, la principale radio privée du pays, a été fermée. Le mécontentement ne faiblit pas dans 4 quartiers de Bujumbura, la capitale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Portez-vous bien.